Deuxième partie de nos hors-séries consacrées à la cryptographie avec toujours évidemment notre camarade Sébastien que voici, que voilou. Sébastien, d'abord un petit résumé de ce que tu as dit dans la première partie, question de remettre les choses bien en place. Dans la première partie, on a fait un petit tour historique de la cryptographie et puis on a parlé des algorithmes de chiffrement symétriques. Symétriques, pourquoi symétriques? Parce que c'est la même clé qui sert à chiffrer et à déchiffrer. Et ce qui fait la beauté et la simplicité de l'algorithme, mais aussi sa faiblesse, puisque cette clé, il faut se l'échanger, il faut se mettre d'accord sur la clé. Et par définition, à ce moment-là, on n'a pas encore un canal de communication sécurisé. Donc comment je la stocke, comment je l'échange? Ça, c'était la partie 1. Partie 2, on va voir comment améliorer tout cela avec les algorithmes asymétriques. Alors asymétrique, ça a l'air d'être un mot compliqué comme ça, mais tout ce que ça veut dire ce sont des algorithmes de chiffrement où celui qui chiffre et celui qui déchiffre ont chacun deux clés différentes. Donc il n'y a plus une clé qu'il faut s'échanger, mais il y a deux clés. Et alors là, je vous vois déjà vous gratter le menton ou dire comment je peux déchiffrer un message avec une autre clé que celle qui a été chiffrée. Et bien c'est ça que je vais vous montrer dans cet épisode et on va aller dans les détails, j'aime bien aller dans les détails, je vais vous montrer mathématiquement la suite d'opérations mathématiques pour chiffrer d'abord et puis pour déchiffrer avec deux clés différentes avec un algorithme qui s'appelle RSA. Donc les algorithmes asymétriques sont une famille d'algorithmes où l'émetteur et le récipient partagent un algorithme évidemment, mais ils ne partagent pas la clé. La clé est coupée en deux. Il y a une partie publique de la clé que tout le monde peut avoir. C'est la clé publique. Je peux la mettre sur mon site web, je peux l'envoyer, je peux l'écrire sur le mur de ma maison. Elle est publique, tout le monde peut la connaître. Et puis, il y a une partie privée qui, comme son nom l'indique, est privée. Et celle-là, il faut bien la garder. Et donc, en général, je génère une paire de clés. D'accord. La clé publique, je peux la donner à tout le monde. Et la clé privée, il n'y a que moi qui peux l'utiliser. Et donc l'idée d'un chiffrement symétrique, c'est si toi, Marc, tu veux m'envoyer quelque chose, tu veux m'envoyer un document, tu vas venir chez moi, sur mon site web, où tu vas me demander par email quelle est ma clé publique. Dis Seb, c'est quoi ta clé publique? Comme elle est publique, j'ai pas de souci à te l'envoyer. Je te l'envoie. Une fois que tu l'as, tu chiffres le document avec ma clé publique. D'accord. Mais comme ma clé publique correspond à ma clé privée, il n'y a que moi qui possède la clé privée qui pourrait déchiffrer le document. Donc n'importe qui peut chiffrer un document pour me l'envoyer, mais il n'y a que ma clé privée qui permet de déchiffrer les documents qui ont été encodés avec ma clé publique. Ça va? Ok, ça me semble clair. Une clé privée. Et là, il y a il y a toute une série d'algorithmes qui fonctionnent comme ça. L'avantage, c'est qu'on n'a plus ce problème d'échange de clés. Je ne dois plus sécuriser un canal de communication pour t'envoyer ma clé publique, puisqu'elle est publique. Je peux faire une chanson avec, je peux faire un poème, l'écrire dans des livres, c'est ma clé publique. Il y a quand même un challenge, c'est comment tu es sûr, quand tu vas recevoir ma clé publique, que c'est vraiment moi, que c'est vraiment ma clé publique, que c'est pas un petit malin qui te... Mais ça, on en parlera après, ça sera le sujet de l'épisode 3. Donc, prenons un exemple. Un algorithme hyper connu qui s'appelle RSA, du nom de ces trois créateurs, Rivest, Shamir et Adleman, des mathématiciens israéliens qui ont créé cet algorithme qui est utilisé tous les jours. De nouveau, quand vous connectez un site web sécurisé, aujourd'hui on utilise du RSA, puis vous avez peut-être déjà vu des systèmes de clés publiques, clés privées, etc. Alors la partie amusante de ça, et c'est ce qu'on va essayer de faire dans les 7 minutes qui suivent pour cet épisode, c'est d'expliquer mathématiquement comment ça marche. Alors ne fouillez pas si vous n'aimiez pas les maths à l'école, c'est pas compliqué. Les seules opérations qu'on va utiliser, il y en a 4. On va utiliser la multiplication, ça va? 2 x 3, 6. Jusque là, ça va? On va utiliser les exposants. 2 exposants 3, c'est 2 x 2 x 2, ça fait 8. On va utiliser une opération qui est un peu moins classique, mais qui est assez facile à comprendre aussi, c'est le reste de la division par. Oui, en anglais on dit mod, souvent sur les ordinateurs, c'est mod ou le signe %. Alors je prends un exemple. 4 divisé par 3, ça fait 1 et il reste 1. C'est la matière de primaire. Hein. Oui, bien sûr. Ou je sais pas, 8 divisé par 3, ça fait 3, 6, 9, ça va pas. Donc 3, ça fait 6 et il reste 2.
Voilà. On est d'accord? Donc, on est d'accord. le reste de la division, c'est la partie qui peut pas être divisible sans commencer à jouer avec des virgules et s'ennuyer à faire tout ça. C'est toutes les opérations qui suffit. Donc la multiplication, le reste de la division et l'exponent. Il y a encore un concept mathématique à comprendre quand même avant, mais ça de nouveau, c'est matière fin de primaire, je dirais, ce sont les nombres premiers. Vous vous souvenez ce que c'est qu'un nombre premier? C'est un nombre qui n'est divisible que par lui-même et par 1. Par exemple 2. Par exemple 3. Par exemple 7. 5. Bon, 7. 8 n'est pas un nombre premier puisqu'on peut le diviser par 2. Ou par 4 d'ailleurs. 9 non plus, on peut diviser par 3. 10 Voilà. n'est pas 1. Le suivant, c'est 11. 11. Parce qu'il n'est divisible que par, etc. Donc voilà. Là, vous avez tous les concepts mathématiques pour comprendre mon exemple. Alors, l'exemple, il est quand même un peu... Enfin voilà, il y a un peu de maths. Donc, juste en parler, ça va être difficile. Donc, je vous ai préparé un truc pour le mettre à l'écran. Donc, comment ça marche RSA. Premier, c'est générer une clé. Et pour ça, on va choisir deux nombres premiers qui sont très grands, au hasard. Okay. Donc toute l'importance là, c'est de pouvoir générer des nombres au hasard. J'ai pas prévu d'en parler dans les épisodes, dans ces 4 épisodes crypto, mais la génération des nombres aléatoires est clé parce que s'il y a des failles dans la génération des nombres aléatoires, c'est-à-dire s'ils sont pas vraiment aléatoires, si on sait qu'on les a générés à telle heure de la journée sur tel système d'exploitation, version, machin, alors il y a plus de chances que ça soit cette suite-là de chiffres. Et ben, ce sont des failles qui peuvent être exploitées pour essayer de trouver des clés. Donc la qualité de la génération des nombres aléatoires est très, très importante. Alors quand je dis des nombres très grands, en réalité, ça va être des nombres avec au moins 100 chiffres. Ah oui. D'accord ? Donc, quand je dis 100, il y a 3 chiffres. 1, 0, 0. Quand je dis 1000, il y a 4 chiffres. Ici, on parle de nombres avec au moins 100 chiffres. Ça fait quand même... ça fait un gros... Oui, très, très grand. Ici, pour mon exemple, je vous ai pris des nombres avec 2 chiffres. Comme ça, on peut faire les maths. Parce que sinon, avec 100 chiffres, on s'en sort pas. Déjà, comme ça, j'ai eu du mal à faire les maths. Il faut trouver des calculettes qui permettent de gérer ça. Donc ici, dans mon exemple, je choisis P et Q, deux nombres premiers. 53 et 97. Pouvez vous amuser à vérifier, c'est correct, croyez-moi, ils sont premiers, c'est-à-dire qu'ils sont divisibles uniquement par 53 pour 53 et 97 pour le second, et 1 évidemment. L'autre chose que je dois faire, je dois choisir un nombre E. Je choisis un nombre. Et ce nombre, il a 2 caractéristiques. D'abord, il doit être plus petit que le produit de mes 2 nombres premiers avant. Donc je fais 53 fois 97, ça fait 5141. Je fais mon malin comme ça si vous écoutez, mais si vous regardez l'écran, c'est écrit à l'écran. Et ça, n'importe quelle calculette le fait. Donc il faut choisir un nombre E plus petit que 5141. Et là, c'est la seule subtilité, il faut que E et P-1 fois Q-1 soit relativement prime, soit relativement premier. Alors, P-1 fois Q-1, c'est facile. Vous prenez votre P, c'était 53, faites moins 1, ça fait 52. Q-1, ça fait 96. 52 fois 96, ça fait 4992. Et donc, il faut que le E que je choisisse et 4992, P-1 fois Q-1, n'est pas de facteur commun en premier. N'est pas de facteur premier en commun. En commun, oui, c'est ça. C'est commencer à mélanger les mots, pas de facteur. Voilà. Alors, bon, 1, évidemment, c'est le nombre premier qui est commun à tous les nombres, donc celui-là, on l'élimine. 2, c'est pas un nombre premier. 3, ça n'irait pas parce que 4992, c'est divisible par 3, comme ça, à vue de nez. Il y a un truc pour savoir si un nombre est divisible par 3, je me souviens de ça de l'école primaire. Vous faites la somme de tous les chiffres entre eux. Oui, c'est ça. Et s'il est divisible par 3, alors c'est divisible par 3. Et là, je vois 9, 9, bon, ça c'est déjà divisé par 3. 4 plus 2, ça fait 6, c'est divisé par 3. Donc je peux vous dire comme ça, 4992, c'est divisé par 3. Donc 3, ça va pas. 5, ça aurait pu marcher peut-être. 5, c'est un nombre premier. Il faut voir. Et 4992 n'est pas divisé par 5. Ouais, ça aurait peut-être pu. Bon, dans mon exemple, j'ai pris 7. 7 est un nombre qui est plus petit que le produit P fois Q et qui n'a pas de facteur premier en commun avec P-1 fois Q-1. Donc je l'ai choisi. C'est arbitraire. Ça aurait pu en être un autre. Ok. Oui. Une fois que j'ai choisi mon E, je calcule D. Alors D, c'est quoi? D, je le calcule de telle façon que D fois E, mode, c'est-à-dire le reste de la division de P-1, Q-1 de D fois E, c'est égal à 1. Donc ça, c'est une petite équation à résoudre. Il faut choisir D, tel que D fois E, donc E c'est 7, et qu'on divise ça par P-1, Q-1, donc 4992, eh bien, il y a un reste de division qui soit juste 1. Ok. Et
croyez-moi, j'ai fait les maths, j'ai fait le calcul avant. 4279, c'est mon D qui est à l'écran, il correspond à ça. Donc si on fait D fois E, donc 4279 fois 7, et puis qu'on calcule le reste de la division par 4992, eh bien, ça sera 1. D'accord. Ok, le plus dur est passé. Ça va? Vous êtes toujours avec? Vous pouvez revenir en arrière. Hein. Je le dis chaque fois, mais c'est pas interdit. On n'est pas à la télé, on n'est pas à la radio. À la télé, à la radio, on vous parle pas de ça. Vous pouvez faire il y a une petite tirette en bas. Vous allez en arrière, vous prenez le cours. En fait, c'est simple, mais c'est vrai que c'est un peu comme les règles du Monopoly. C'est toujours compliqué, les règles du Monopoly. Mais voilà. En fait, c'est pas très compliqué. Il faut prendre le temps de lire le truc, oui, c'est ça. Comprendre les chiffres. Et là, l'exemple numérique que j'ai choisi, c'est sur des chiffres suffisamment petits que vous puissiez faire Il faut une bonne calculette scientifique pour faire le test, hein, parce qu'on va quand même faire des exposants 4000 quelque chose. Oui, c'est ça. La calculette normale, elle explose. Et avec une machine scientifique. Moi, je l'ai fait avec BC, qui est un outil en ligne de commande sur Mac et sous Linux, qui permet de faire tout ça. Ben voilà, là on a tout choisi, on a choisi P et Q, on a choisi E, on a calculé D à partir de E. Maintenant j'ai mon message à chiffrer. Alors de nouveau on est sur des catégories de chiffrement par bloc, c'est-à-dire si j'ai un long message, je dois le découper en blocs d'une taille fixe. Un message au final c'est toujours des chiffres, même si mon message c'est de la musique, si c'est de la vidéo, au final ce sont des bits et des bytes, je les découpe en blocs de 128 bits ou de 256 bits, donc c'est un chiffre. Ici pour la simplicité, imaginez que mon message soit un bloc et le chiffre c'est 10. Facile, message on ne peut pas plus faire si. Quel est l'algorithme de chiffrement avec RSA? Pour chiffrer mon message, je fais mon message exposant E, et puis je prends le reste de la division par PQ. D'accord? Donc je prends mon message, 10, exposant 7, ça c'est facile, ça fait 10 avec 7 zéros derrière. Et puis je divise par PQ, donc 5141, et je regarde le reste de la division. Eh bien, le reste de la division, c'est 755, et ça c'est mon message chiffré. Donc ce que moi je vais t'envoyer, c'est 755. Toi, pour décoder le 755, tu vas faire l'opération quasiment inverse. Tu vas prendre 755, tu vas le mettre à l'exposant D cette fois. Donc tu vas faire 755 exposant 4279. C'est là que la calculatrice va exploser. La mienne a explosé en tout cas. J'ai dû changer de calculatrice à ce moment-là. Et puis tu vas diviser par PQ. Donc PQ, tu le connais, c'est 5141. Et tu vas prendre le reste de ces divisions et tu vas voir que magiquement le reste de la division c'est 10. Et 10 c'était ton message original, donc tu as bien récupéré le message original. Ok. Easy, non? Oui, donc ça veut dire que la version cachée est plus grande, enfin en volume, en nombre de caractères ou en nombre de chiffres, est plus grande que la version originale. C'est une règle C'est une bonne remarque. Non, pas nécessairement. Ça dépend de la taille des blocs. Et puis n'oublie pas, ici c'était un bloc extrêmement simple. Souvent, oui, c'est ça. Ce sont des très longs blocs. Et la différence se fait à la marge sur le dernier bloc. D'accord. Le dernier bloc. Et donc ici, comme il n'y avait qu'un petit bloc, le message chiffré ici est plus long que le message original. Je n'avais pas pensé à ça, mais c'est tout à fait vrai. Alors regarde les chiffres. Dans tout ce qu'on a calculé avant, là, les P, Q, E, D, regarde ce qui a été utilisé pour chiffrer. Et ce qui a été chiffré, c'est PQ, le produit des deux nombres premiers, et E. Et donc c'est ça, ma clé publique, c'est PQ et E. Donc c'est PQ c'est 5141 et E c'est 7. D'accord. Ok. Et puis regarde ce que j'ai utilisé pour déchiffrer, c'est D et PQ. Donc c'est 5141 et 4279. Donc si moi je veux t'envoyer ma clé publique, je t'envoie 5141 et 7. Et remarque un truc, et on va terminer là-dessus, que dans la clé publique et dans la clé privée, tous les deux, ils ont 5141. Oui, c'est ça. Donc il y a une partie de la clé qui est commune, en fait. Qui est commune. Et cette clé, c'est le produit de deux nombres communs. C'est P fois Q que j'avais choisi comme étant des grands nombres premiers. C'est ça. D'accord? C'est la multiplication de deux nombres premiers, 5141. Donc, tout RSA, c'est-à-dire toute la cryptographie moderne des ordinateurs, repose sur le fait qu'il n'existe pas de méthode mathématique connue pour décomposer un nombre en ses facteurs premiers. Tu prends un nombre, n'importe quel nombre, il peut être décomposé en une somme en une multiplication de facteurs premiers. Si je prends 6, c'est 3 fois 2. 3 est premier, 2 est premier. Si je prends 9, c'est 3 fois 3.
Tous les nombres peuvent être comme ça décomposés en une multiplication de nombres premiers. Et mon 5141 de l'exemple d'avant, il peut être décomposé en 53 et 97. Alors évidemment, 5141, c'est assez facile à décomposer en 53 et 97. Mais il n'existe pas de méthode mathématique pour le faire systématiquement. Et donc si on prend des très grands nombres, souviens-toi de ce que j'ai dit au début, des nombres 100 chiffres, 100 chiffres. Deux nombres comme ça, tu les multiplies entre eux, tu vas avoir un nombre encore plus grand avec 10 000 chiffres. Eh bien, il n'y a pas de méthode mathématique, à part tout essayer, pour décomposer. Si quelqu'un trouve une méthode mathématique pour décomposer un nombre en ses facteurs premiers, il va arriver à décoder un PQ, et donc, sans jeu de mots, et donc dans la public key et dans la private key, le 5141, il va réussir à trouver 53 et 97, et à partir de là, il peut calculer P-1, Q-1, donc il peut choisir un E, et donc il peut calculer un D, et tout se débobine, c'est la pelote de laine sur laquelle... Et c'est souvent pour ça aussi qu'il y a enfin, je sais pas si c'est un mythe ou pas, en tout cas pour l'instant c'en est un, de l'ordinateur quantique qui lui serait capable de justement retrouver... De faire des choses comme ça. De faire des choses ainsi, effectivement. On va s'arrêter là, si tu veux bien, pour cette deuxième partie d'introduction, mais on est déjà bien introduit dans la cryptographie, faut bien le dire, mais c'est passionnant en même temps, comme on arrive à des solutions pareilles, c'est vraiment des maths, quoi. Ce ne sont que des maths. Voilà, donc on vous renvoie à la première partie si vous n'aviez pas vu la première partie, etc. Il va y avoir une troisième partie prochainement, où elle est peut-être déjà là, donc ça va être un petit peu plus simple, on va pouvoir souffler un peu, là vous avez le temps de digérer cette partie-ci. Merci à vous, à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des pouces, etc. sur YouTube, c'est toujours bienvenu. À très bientôt, salut, merci Sébastien.